Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, on m'a demandé de parler d'énergie nucléaire. Donc, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Bien entendu, la transition énergétique dépasse très largement l'énergie nucléaire. Il va y avoir tout un tas de sujets autour de la sobriété, de l'efficacité des énergies renouvelables. Bon, là, je vais me concentrer sur l'énergie nucléaire, vu qu'on a peu de temps, surtout sur quelques idées reçues sur l'énergie nucléaire. C'est ce qu'on va voir. Alors, tout d'abord, quand même, pour planter un peu le décor et recadrer le sujet, l'énergie dans le monde, ce sont essentiellement des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Donc, de l'énergie sous forme chimique dans des molécules organiques qui sont formées comme ça a été dit, sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d'années. Et les énergies bas carbone, donc renouvelables et nucléaires, ne représentent pas grand-chose finalement. Dans le bouquet énergétique primaire mondial, le nucléaire, c'est entre 4 et 5 %, l'hydroélectricité, c'est entre 5 et 6 %, et l'éolien et le solaire, c'est dans l'épaisseur du trait, même si ça augmente significativement. Donc tout ça pour dire que le sujet est extrêmement compliqué et bien entendu, il va falloir développer toutes les sources d'énergie bas carbone, mais ça ne suffira pas. Il y aura des très gros efforts de sobriété à faire. Et si vous regardez, ce qui augmente le plus encore aujourd'hui, ce sont les combustibles fossiles, notamment le charbon depuis 2000, avec le boom de l'économie chinoise, et le gaz naturel ces dernières années. Alors, pourquoi faire une transition énergétique? On a tendance à perdre de vue souvent les objectifs en se focalisant sur les moyens. Il y a deux grands enjeux. Le premier, tout le monde en a plus ou moins conscience, c'est le changement climatique, qui est lié à l'émission de gaz à effet de serre, donc essentiellement le CO2 et le méthane, même s'il y en a d'autres. Et le deuxième, c'est l'épuisement des ressources fossiles, parce que, comme ça a été dit, il y en a une quantité finie, et donc la consommation peut augmenter, mais au bout d'un moment, elle passera par un maximum et elle va décliner. Pour le pétrole, on est probablement au niveau du maximum. Alors, si on regarde la consommation d'énergie finale en France, tout à l'heure, il a été fait mention que de l'électricité. Effectivement, le nucléaire, c'est 75 % de l'électricité, sauf que si on regarde l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie sous une forme que vous pouvez utiliser directement, donc du carburant que vous achetez à la pompe Total, ce qui va rentrer dans votre chaudière ou ce qui sort de la prise. En fait, vous voyez que l'essentiel de l'énergie consommée en France, ce sont des produits pétroliers raffinés, une quarantaine de pourcents selon les années, 20% de gaz pour le chauffage notamment et l'industrie. Le gaz, vous allez aussi en avoir une petite partie dans l'électricité. L'électricité, ce n'est que 23%. Et donc, le nucléaire faisant 70% à peu près de l'électricité, c'est 18% de l'énergie finale qu'on consomme. Donc, quand on dit que la France est un pays tout nucléaire, en fait, la France est surtout, comme tous les autres pays, un pays tout fossile. Et la première source d'énergie utilisée en France, comme en Europe, comme dans le monde et comme dans quasiment tous les pays, pour ne pas dire tous les pays, c'est le pétrole. Source d'énergie, la source d'énergie fossile la plus dense énergétiquement et la plus facile à utiliser. Donc, maintenant, je vais me focaliser un peu sur le nucléaire. Donc, on va prendre quelques idées reçues les unes après les autres. On entend, les gens ont souvent peur du nucléaire et des risques liés au nucléaire. Alors, je pense que je n'apprendrai rien à des gens qui sont en partie, au moins pour ceux qui sont à l'INSA, à Centre-Val de Loire, spécialisés dans la gestion des risques. Les risques ne sont pas des dangers. Et un risque, c'est un danger multiplié par une probabilité d'occurrence. Et en l'occurrence, si vous mesurez vous calculez plutôt le nombre de morts par térawattheure rapporté pour chaque source d'énergie, en considérant les accidents. Donc, pour le nucléaire, vous allez avoir Tchernobyl, Fukushima. Et pour les mines de charbon, par exemple, les accidents dans les mines. Vous voyez que les sources d'énergie les plus létales sont les sources d'énergie fossile et charbon et pétrole en tête. Sur ce graphique, ne sont pas pris en compte les morts liées au changement climatique. Donc, ça affecterait encore plus les sources d'énergie fossile, donc charbon, gaz et pétrole. Et vous voyez que les sources d'énergie renouvelables et le nucléaire, en fait, sont finalement très sûrs et tuent très peu par térawattheure. Si vous voulez faire le calcul, à peu près pour avoir un ordre d'idée, en France, on consomme de l'ordre de 450, on produit de l'ordre de 450 térawattheures par an. Donc, si on devait tout produire uniquement avec du charbon, en France, ça ferait un équivalent d'entre 10 et 15 000 morts par an, du fait des accidents et de la pollution d'air.
sondage, il y a 2 ans, a montré que 60-70% de la population française, et c'était d'autant plus élevé que la population était jeune, croyait que le nucléaire émettait des gaz à effet de serre. Alors, comme toute source d'énergie, le nucléaire, sur son cycle de vie, émet plus ou moins de gaz à effet de serre. Le nucléaire, en l'occurrence, en émet très peu. Alors déjà, il n'y a pas de combustion, hein, contrairement à une centrale à combustible fossile, où vous avez une oxydation d'une molécule organique. Dans le nucléaire, vous fissionnez un atome d'uranium ou de plutonium, donc c'est une réaction nucléaire, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Vous avez des gaz à effet de serre qui vont être émis au moment de la construction de la centrale, parce que du béton, ça émet du gaz à effet de serre quand vous le coulez, et sur la chaîne d'approvisionnement, notamment en uranium. L'énergie nucléaire étant une source d'énergie extrêmement concentrée, vous avez à peu près autant d'énergie dans une pastille de 7 grammes d'uranium. En fait, dans les réacteurs nucléaires, vous avez des crayons qui font 4 mètres de haut avec des pastilles de 7 grammes d'uranium empilées dedans. C'est pour ça que je parle de pastilles. Vous avez autant d'énergie là-dedans que dans une tonne de charbon. Donc, vous avez besoin d'extraire peu de matière. Et donc, c'est aussi pour ça que l'empreinte carbone sur la chaîne d'approvisionnement est relativement faible. Et vous voyez que c'est l'une des sources d'énergie les moins carbonées dont on dispose avec les énergies renouvelables. Une question que j'ai souvent là-dessus, c'est pourquoi est-ce que l'hydroélectricité émet du méthane? Ça, c'est parce que quand vous faites un lac de retenue, vous avez de la biomasse qui est immergée. La biomasse se décompose en milieu anaérobie et ça dégage du méthane. Donc après, c'est extrêmement variable selon l'endroit où vous avez votre barrage et la biomasse qui est émergée. Il y a des barrages qui vont émettre énormément de méthane et d'autres qui vont en émettre peu. Et la valeur médiane est très faible, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Sur le gaz, les rejets de méthane là, sont probablement sous-estimés. Ça dépend fortement aussi du type de gaz que vous utilisez, de la façon dont il a été livré. Typiquement, le gaz de schiste américain entraîne beaucoup plus de fuite de méthane, le méthane étant un puissant gaz à effet de serre. Et quand vous transportez le gaz par bateau, c'est pareil, vous émettez beaucoup plus de gaz à effet de serre. Sur l'artificialisation des sols, alors l'érosion de la biodiversité est une thématique complexe et multifactorielle qui dépend de beaucoup de paramètres selon les écosystèmes qu'on étudie et le lieu. Mais dans nos pays, dans les pays occidentaux, un paramètre important, c'est l'artificialisation des sols, donc notamment quand vous construisez des routes, des villes, etc. Et donc, c'est intéressant de voir aussi l'emprise au sol, plus qu'empreinte au sol d'ailleurs, emprise au sol des différentes sources d'énergie par unité d'énergie. Donc, quelle surface vous avez besoin pour miner les matériaux, pour construire votre panneau solaire, pour extraire l'uranium, pour faire une mine de charbon, etc. Et vous voyez que le nucléaire, encore une fois, du fait que c'est une source d'énergie extrêmement concentrée, a une emprise au sol qui est très faible. Alors, je triche un peu, je ne vous ai pas mis sur ce graphique la biomasse et notamment les biocarburants, sinon vous n'auriez rien vu. Les biocarburants écrasent tout car ils ont besoin d'une emprise, ils ont une emprise au sol extrêmement élevée. Donc ça, c'est aussi un avantage environnemental du nucléaire. Le charbon peut avoir une emprise au sol assez élevée quand vous avez des mines à ciel ouvert, notamment les mines de lignite, qui est un charbon brun hydraté de mauvaise qualité, qu'on extrait notamment en Allemagne et en Pologne. Et l'hydroélectricité, vous voyez que c'est très variable en fonction des lacs de retenue. Maintenant, sur les déchets, alors souvent on entend dire que l'un des problèmes du nucléaire, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Je vais juste enlever ça. Ça, c'est vraiment une idée reçue. L'énergie nucléaire, c'est l'une des seules sources d'énergie pour lesquelles les déchets sont gérés. J'aurais même envie de dire de façon un peu taquine, si on gérait les déchets des combustibles fossiles, il n'y aurait pas de problème de changement climatique et qui représente une menace vitale pour nos populations. Pourquoi on ne gère pas les déchets des combustibles fossiles? C'est parce qu'il y en a énormément qui sont produits et on ne peut pas en fait. Les cendres du charbon, ça se compte en centaines de millions de tonnes. C'est par centrale, ce sont des volumes énormes. Et les gaz à effet de serre, c'est pareil, ce sont des déchets diffus, dilués et en très grande quantité. Pour le nucléaire, ce n'est pas le cas. Alors déjà, les déchets sont triés par durée de vie et par activité, ce qui va permettre de les gérer différemment.
Et ensuite, vous pouvez voir sur le graphique de droite que les déchets de haute activité, qui concentrent 95% de la radioactivité, ne représentent que 0,2% du volume. En l'occurrence, en France, pour à peu près une soixantaine d'années de production nucléaire, vous voyez que et à gauche, vous voyez que tous les déchets ne sont pas produits par l'industrie électronucléaire. Vous en avez aussi pour la recherche, la défense, etc. En l'occurrence, sur les 3880 mètres cubes de déchets de haute activité présents en France, vous en avez environ 3300 qui sont liés à l'industrie électronucléaire, donc les centrales d'EDF. C'est un volume inférieur à celui d'une piscine olympique. Et c'est pour ça en fait, qu'on peut gérer les déchets nucléaires, c'est que ce sont des volumes petits qui permettent d'avoir une gestion vraiment poussée. Alors en France, ce qu'on fait, c'est que les combustibles usagés, on ne va pas les stocker directement comme ça. On les laisse refroidir en piscine et ensuite on va les retraiter, ce qui va permettre de récupérer 96% de la matière, l'uranium et le plutonium, qui servira à refaire du combustible. Et on vitrifie ce qu'on appelle les actinides mineurs. Donc, vous allez avoir le neptunium, l'américium, le curium, etc. Donc, des produits radioactifs sur des très longues durées. Et les produits de fission. Alors là, vous avez toute la classification périodique, du fer, du césium, du cobalt, etc. Donc, ça représente 4% de la masse des déchets de la masse des combustibles usés. Ça, on va le vitrifier. L'avantage d'enlever le plutonium, si vous regardez ce graphique-là, c'est que le plutonium, c'est ce qui a la plus grande radiotoxicité de long terme. Si vous voulez stocker vos combustibles usagés directement, vous atteindrez un niveau de radioactivité équivalent à celui du minerai d'uranium que vous avez donc extrait de la mine au bout de quelques centaines de milliers d'années. C'est le point, je ne sais pas si vous voyez ma souris, que pointe la troisième flèche à droite. En retraitant, comme on le fait en France, donc on enlève le plutonium pour en faire du combustible, on retrouve une radioactivité équivalente à celle du minerai d'uranium qu'on a extrait du sol au bout de 10 000 ans. Et la flèche de gauche, ce serait si on avait des réacteurs à neutrons rapides. Dans ce cas-là, on peut aussi remettre les actinides mineurs dans le circuit. Et dans ce cas-là, les colis vitrifiés n'ont plus qu'une durée de vie d'environ 300 ans. Alors, 10 000 ans, vous allez me dire, donc, ce qui est la durée de vie d'un colis vitrifié en France, vous allez me dire c'est extrêmement élevé. Par exemple, notre calendrier commence il y a 2000 ans. Le verre, c'est donc la forme sous laquelle on conditionne ces déchets. C'est une matière qui est extrêmement stable chimiquement et dans le temps. Donc là, je vous ai mis une photo d'un bracelet qui a été retrouvé dans la Marne en France, qui a 2500 ans. Donc, c'est un bracelet en verre qui n'a pas été gardé dans des conditions idéales, qui n'a pas été conçu non plus spécifiquement. Et vous voyez qu'il n'a pas bougé. Le verre, c'est quelque chose d'extrêmement stable. À droite, vous avez une photo alors c'est une maquette, hein, c'est pas un vrai, d'un fût de déchets de haute activité. Donc là, vous voyez ce qui est en noir à l'intérieur, c'est du verre. Donc on coule du verre comme ça, et c'est dans un cylindre en acier inoxydable qu'on va mettre. C'est la photo en bas à droite, dans des surconteneurs en acier noir. La photo en bas à gauche, c'est pour les déchets de moyenne activité, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je pourrais dire un mot si ça vous intéresse dans les séances de questions-réponses. Donc, vous avez votre verre qui est dans de l'acier inoxydable, dans un surconteneur en acier noir. L'acier noir est oxydable, mais l'intérêt, c'est que ça s'oxyde de façon homogène, et donc vous pouvez savoir combien d'acier vous pouvez perdre en fonction du temps. Donc, vous pouvez faire des modélisations assez robustes avec ça. Et donc, ensuite, on prévoit de le mettre à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile étanche. C'est le projet CIGEO. Là, vous voyez en haut à droite de cette image, vous voyez une alvéole en fait. Donc, vous aurez des tunnels d'où partent des alvéoles comme ça, et on mettra les conteneurs. Donc, des cylindres en verre dans des conteneurs en acier inoxydable, dans des surconteneurs en acier noir à 500 mètres sous terre, dans de l'argile inoxydable. Dans 10 000 ans, ils n'auront pas bougé, ils seront toujours là. Justement, tout est fait pour que ça ne présente aucun risque pour la santé et pour l'environnement. Et là,
Il y a énormément de travaux de recherche qui sont menés là-dessus et les marges prises sur ce sujet sont gigantesques. Donc, les déchets sont gérés. Bon, on pourrait parler des autres types de déchets. Je me suis concentré sur les déchets de haute activité parce que, encore une fois, c'est ce qui concentre 95% de la radioactivité. Pour les déchets de moyenne activité qui concentrent quasiment le reste, en fait, ce sera dans le même site et le conditionnement sera à peu près le même. Donc, c'est la photo en bas à gauche, là. Ce sont en gros les tubes dans lesquels vous avez les pastilles de combustible qui, une fois retraités, sont compactés. Donc, ce métal-là est compacté. Ça fait des galettes que vous mettez pareil dans des cylindres en inox de la même. Enfin, c'est le même conditionnement. Et ça, par contre, vous le mettrez dans des surconteneurs en béton et ça ira aussi à CIGEO. Donc, ça, c'est la photo que vous avez à droite. Vous voyez une petite photo dans le rectangle 4B. Ensuite, des fois, on entend que le nucléaire est trop lent à construire. Alors là, je vous ai mis une photo de l'évolution du parc électrogène français, donc le parc électrique français, depuis les années 70. Vous voyez qu'en gros, on a construit tout le parc nucléaire entre 75 et 90. Et d'ailleurs, vous voyez à droite l'évolution du PIB en fonction des émissions de CO2. Alors, ce graphique, il se lit, la courbe est tracée dans l'ordre chronologique. Donc, vous commencez en 1960 et puis vous suivez la courbe jusqu'à atteindre 2014. Et vous voyez que les émissions de CO2 ont fortement baissé entre 80 et 90, on va vers la gauche avec un PIB qui continue d'augmenter. Ça, c'est lié au démarrage du parc électronucléaire français qui a permis de réduire fortement notre dépendance au fioul et au charbon dans le secteur électrique. Encore une fois, la France reste très dépendante des combustibles fossiles dans d'autres secteurs, notamment dans les transports et dans le chauffage. Alors, vous allez me dire, oui, certes, à l'époque, on construisait rapidement, maintenant, ce n'est pas le cas. Voir l'exemple de Flamanville. Alors oui, Flamanville, il y a eu des dépassements de délai et de budget. Les problèmes d'un industriel ne sont pas forcément les problèmes de la filière. Il n'y a pas que EDF dans le monde. EDF n'avait pas construit de réacteur depuis une vingtaine d'années. Bon, ils ont perdu des compétences. EDF a aussi des torts dans ce projet-là. Ça ne veut pas dire que personne ne sait construire de réacteurs. Là, je vous ai mis deux exemples. La centrale de Baraka aux Émirats arabes unis qui a été construite par l'électricien coréen du Sud, bien entendu. Le premier réacteur, dans un pays qui n'avait pas de réacteur nucléaire, a été construit en 6 ans. Donc, ça a été relativement rapide. Et les EPR de Taishan en Chine qui ont été construits par EDF et CGN, son homologue chinois, le premier a été construit en 9 ans. Donc, la construction a démarré après Flamanville et là, les deux EPR sont en service actuellement. Donc, si on veut pouvoir construire rapidement, il faut aussi maintenir la chaîne d'approvisionnement et les compétences. C'est-à-dire pas construire tous les réacteurs sur 10 ans et puis après ne rien faire pendant 20-30 ans. Il y a toute la chaîne industrielle, tous les industriels qui perdent les compétences. Après, quand vous voulez en reconstruire un, vous faites énormément d'erreurs. Vous avez du mal à trouver des industriels qui ont le niveau de qualité requis. Donc, vous êtes obligé de refaire des trucs. Vous ne savez plus gérer des gros projets comme ça. Et donc, là, vous avez vraiment des problèmes. Ensuite, sur la compétitivité, ça fera écho à quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On ne peut pas comparer un kilowattheure disponible en fonction des conditions extérieures, typiquement quand il y a du soleil et du vent, et un kilowattheure disponible à la demande. Ça ne fournit pas le même service. Par exemple, si vous voulez parcourir 1 kilomètre, je peux vous dire qu'un kilomètre à vélo, c'est moins cher qu'un kilomètre en voiture. Donc, la voiture n'est pas compétitive, donc elle doit disparaître. De fait, on constate que ce n'est pas ce qui se passe parce que le vélo et la voiture ne rendent pas les mêmes services. Alors, je ne dis pas que la voiture ne doit pas disparaître, mais en l'occurrence, elle ne va pas disparaître naturellement juste parce que le vélo est moins cher. En fait, c'est la même chose. Si vous voulez comparer, il faut comparer un service équivalent. Donc, 1 kWh disponible à la demande, donc par exemple avec une centrale nucléaire ou un barrage hydroélectrique, et 1 kWh disponible à la demande avec de l'éolien, du solaire et la gestion d'intermittence, soit avec du stockage, soit avec une centrale à gaz. Dans ce cas-là, c'est fossile. Donc, il faut prendre en compte ce coût-là, sinon la comparaison n'a pas de sens. Il faudrait prendre en compte aussi le renforcement du réseau pour intégrer
les énergies renouvelables. Ensuite, et là c'est valable pour toutes les sources d'énergie, il faut prendre en compte, et ça on ne le fait quasiment jamais, le coût des externalités négatives sur le cycle de vie. Par exemple, le CO2 a un coût qui est beaucoup trop faible, qui favorise les combustibles fossiles. Bon, il y a l'emprise au sol, il y a plein de pollutions diverses et variées qui pourraient être prises en compte. Et prendre en compte aussi l'apprentissage. Certes, l'éolien en mer, par exemple, je vous ai pris des exemples au Royaume-Uni parce que bon, j'avais des exemples sous la main au Royaume-Uni. Vous voyez que l'éolien en mer, bon, maintenant, dans les derniers appels d'offres, a atteint une quarantaine de livres par mégawattheure, ce qui est vraiment pas cher. Cela dit, les premiers contrats qui ont été accordés étaient beaucoup plus chers que l'EPR d'Hinkley Point, qui a une centaine d'euros le mégawattheure. Donc, l'éolien en mer a beaucoup diminué parce qu'il y a eu plusieurs projets. L'industrie a mûri et a réduit ses coûts. Pour le nucléaire, c'est pareil. Sizewell, qui est le deuxième projet d'EPR, donc Hinkley Point est en construction par EDF au Royaume-Uni. Sizewell, dont la construction devrait démarrer, si tout va bien, en 2021, le prix de l'électricité devrait être plus faible. C'est en train d'être négocié. On devrait avoir les chiffres en 2021. Et après, tout ça, ça dépend aussi des modalités de financement. Mais bon, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite. Ensuite, les ressources en uranium. Alors, tout à l'heure, dans la première présentation, on disait que les ressources en uranium sont finies. Il y a une quantité finie sur Terre. Oui, effectivement. L'uranium, comme le cuivre, le titane, le fer, etc., est limité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est limitant. Ce qui, en l'occurrence, à consommation et technologie actuelle, et on ne cherche pas spécialement, on a 130 ans de ressources en uranium. Là où il peut y avoir un problème, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il ne faut pas rester à ce niveau-là. Comme pour les énergies renouvelables, il faudrait fortement augmenter le nucléaire. Et donc là, on pourrait éventuellement avoir un problème. Là, je vous ai mis à gauche les bouquets, l'évolution, enfin le bouquet, c'est surtout électrique en 2018 au niveau mondial par l'AIE. Vous voyez qu'on a 38% de charbon, 23% de gaz, et ça, c'est que pour l'électricité. Donc, il y a énormément de combustibles fossiles à remplacer. Cela dit, dans la technologie actuelle, on n'utilise que 0,7% de l'uranium. On utilise l'isotope 235, qui est présent 0,7% dans l'uranium extrait du sol. Et il y a d'autres technologies de réacteurs qu'on sait faire, qu'on ne fait pas pour des raisons à la fois économiques et politiques, qui permettent d'utiliser la totalité de l'uranium. Alors en France, on a exploité plusieurs réacteurs expérimentaux comme ça, Phénix, Super Phénix. La Russie actuellement en a 2 en fonctionnement. Je vous ai mis des photos à droite, un de 600 MW à gauche et un de 800 MW à droite de cette technologie, et qui utilise 100% de l'uranium. Et avec des technologies comme ça, en France, rien qu'avec l'uranium l'uranium appauvri qu'on a sur étagère, donc pas dans des mines, vraiment qu'on a sur étagère, on pourrait tenir pendant plus d'un millier d'années. Ici, je vous ai mis un graphique extrait d'une étude du CEA. Si on utilise les réacteurs les réserves actuelles d'uranium mondiales dans les réacteurs actuels, ça fait ça. Et si on développe des flottes de réacteurs à neutrons rapides, ça fait ça. Sachant que les réserves en gaz, pétrole et charbon sont les mêmes à droite et à gauche. Donc, vous voyez que ça démultiplie complètement les réserves. Et donc, je vais conclure rapidement, parce que j'arrive au bout de mon temps, sur les limites de l'énergie nucléaire, parce que, bon, là, j'ai critiqué pas mal d'idées reçues. Il y a aussi des limites sur l'énergie nucléaire. Alors, la première, à mon sens, que la limite au déploiement, c'est l'acceptabilité du public. C'est un gros sujet dans un certain nombre de pays, notamment la France et encore plus dans d'autres, comme l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche. Une que j'ai pas mis ici, c'est pas forcément accessible à tous les pays. Des îles vont pas forcément développer des réacteurs nucléaires, donc il faut d'autres technologies. C'est très capitalistique, c'est-à-dire que exploiter une centrale nucléaire, ça coûte pas très cher. Par contre, la construire et le coût du capital pour la construire, c'est-à-dire immobiliser une dizaine de milliards d'euros sur 10 ans avant que ça commence à rapporter de l'argent, c'est quasiment infaisable par le privé, donc ça doit avoir un soutien de l'État, et ça c'est difficile. Il faut des soutiens de l'État, donc que l'État ait les moyens et accepte d'avoir une stratégie énergétique. Et dans des modèles libéraux, c'est assez difficile.
Les ressources d'uranium à moyen long terme, si on ne développe pas les réacteurs à neutrons rapides. C'est pas adapté pour tout. Comme l'éolien et le solaire, le nucléaire, ça fait de l'électricité. Alors, ça peut faire de la chaleur aussi ou de l'hydrogène, mais par exemple, ça fait pas des carburants liquides. Donc, pour la mobilité, c'est pas une solution miracle. Ça rend certains services, il y en a d'autres que ça rend pas. L'offre actuelle de réacteurs au niveau mondial n'est pas adaptée à tous les pays. On est surtout sur des réacteurs de moyenne et grosse puissance. Or, il y a plein de pays qui auraient besoin de réacteurs de petite puissance et actuellement, il n'y en a pas sur le marché. Parce que si vous avez un gros réacteur, une unité de production d'énergie en général ne peut pas faire plus de 10% de la totalité de la production d'énergie d'un pays parce que sinon, quand vous l'arrêtez et que vous le démarrez, vous risquez de déstabiliser votre réseau. Donc, si vous avez un petit pays ou un pays avec un réseau électrique vieillissant, il faut des petits réacteurs ou des petites unités de production. Ça peut être une petite centrale à gaz, des éoliennes. Voilà. Et les délais d'accès pour les pays non nucléarisés, parce que, bien entendu, on ne vend pas des réacteurs nucléaires à n'importe qui. Donc, il faut déjà qu'il y ait des autorités de sûreté qui soient compétentes, reconnues par leurs pairs. Il faut que les pays soient en règle avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, une agence de l'ONU, etc. Donc, un pays qui n'a jamais eu de nucléaire, il y a quand même une phase de montée en compétences. Les pays nucléarisés l'aident à ça, mais ça prend un certain délai. Donc, voilà que pour quelques limites, on pourra en citer quelques autres. Et donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à vous. Alors du coup, je vais commencer. On a une question qui était: combien de fois peut-on renouveler le processus de récupération de l'uranium après refroidissement en piscine? Ah, c'est une très bonne question. À l'heure actuelle, tous les pays ne retraitent pas, la France retraite, on retraite une fois. C'est-à-dire qu'on extrait de l'uranium, on en fait du combustible uranium, ensuite on va retraiter le combustible, on va faire du MOX, mix oxide, et là ça va être du plutonium en fait, qui va apporter la valeur énergétique ce qui va être la source d'énergie dans le combustible. Sauf qu'une fois que ce combustible sera repassé en réacteur, la composition isotopique du plutonium sera trop dégradée, c'est-à-dire que vous aurez trop d'isotopes pairs et pas assez d'isotopes impairs. Et donc, on ne peut pas on peut le retraiter, mais par contre, on ne pourra pas le réutiliser dans les réacteurs actuels parce qu'il faudrait mettre trop de plutonium et donc ça poserait des questions en termes de sûreté. Donc, on ne retraite qu'une fois dans les réacteurs actuels. Par contre, ce combustible usé, on peut le retraiter, on peut le réutiliser sans problème dans des réacteurs à neutrons rapides. Et d'ailleurs, si on le passe en réacteur à neutrons rapides, ça redresse la composition isotopique. Et donc après, vous pouvez le repasser de nouveau dans des réacteurs à eau pressurisée comme on a actuellement. Donc, on peut imaginer des cycles, par exemple, où vous avez combustible uranium, MOX en REP. Les REP sont les réacteurs actuels. MOX en réacteur à neutrons rapides, MOX en REP, MOX en réacteur à neutrons rapides, MOX en REP, etc. etc. Et donc, vous pouvez boucler comme ça à libitum. Mais actuellement, on ne retraite qu'une fois. Je sais pourquoi, c'est parce qu'elle a le micro coupé. Je vais la réactiver son micro. C'est bon. C'est bon, Camille, ça va, tu peux parler. J'avais une question. Comment classe-t-on les déchets radioactifs, notamment les déchets nucléaires? Alors, on les classe selon deux paramètres. Vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon, on voit votre écran. Ouais. Donc, on les classe selon leur durée de vie et leur activité, sauf pour les déchets de haute activité qui, eux, il n'y a qu'une catégorie, on ne fait pas vie courte, vie longue. Et donc, l'activité, c'est la radioactivité. Est-ce qu'il y a beaucoup de radioactivité ou pas, le nombre de désintégrations par seconde, et la durée de vie. Vous avez certains produits, par exemple, qui vont être actifs pendant quelques heures. Par exemple, quand on vous injecte du technétium à l'hôpital pour vous faire une scintigraphie, ça a été choisi pour justement qu'il ne soit pas radioactif jusqu'à votre mort. Donc là, la demi-vie du technétium est extrêmement courte pour des applications médicales. Si vous prenez à l'opposé le plutonium, par exemple, la demi-vie est extrêmement longue. Donc là, vous avez une durée de vie longue. L'uranium a une durée de vie extrêmement longue et très peu radioactif. D'ailleurs, plus quelque chose est radioactif, moins il a une durée de vie longue. Parce que
la radioactivité dépend des désintégrations. Donc, plus ça se désintègre vite, plus la durée de vie est courte, mais plus c'est radioactif. Et donc, voilà, on les classe comme ça. Alors, si vous regardez le tableau du milieu, HA, c'est haute activité, MAVL, c'est moyenne activité vie longue, FAVL, c'est faible activité vie longue, FMAVC, c'est faible et moyenne activité vie courte, TFA, c'est très faible activité. Alors, c'est une catégorie qui existe en France et qui n'existe pas dans d'autres pays. Notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas cette catégorie. Donc, les déchets TFA en Allemagne et au Royaume-Uni sont considérés comme des déchets conventionnels. En Allemagne et au Royaume-Uni, ils regardent l'activité et si c'est en dessous d'une certaine activité, ils disent bon, voilà, c'est pas radioactif, vous le traitez comme un déchet normal ou vous le réutilisez, vous en faites ce que vous voulez. En France, on part du principe que quelque chose qui est passé en zone, par défaut, c'est un déchet radioactif. Donc, je ne sais pas, vous mettez une charlotte sur votre tête en rentrant dans un bâtiment réacteur. Votre charlotte, en sortant, même si elle a subi aucune contamination, a priori, la plupart du temps, elle n'en aura subi aucune, elle est considérée comme un déchet radioactif. Alors, vu que la plupart du temps, elle n'est pas radioactive ou extrêmement peu, c'est très faiblement radioactif. Voilà. Et les déchets d'autre activité, ce sont les combustibles, c'est ce qui est extrait des combustibles usés. Merci. Du coup, je vais vous poser donc, une dernière question. Peut-on diminuer artificiellement la radiotoxicité des déchets? Alors, il y a des programmes de recherche à ce niveau-là. Oui, c'est ce qu'on appelle la transmutation. L'idée, c'est de convertir des déchets de faible activité à vie longue en déchets de haute activité à vie courte. Donc, vous rendez des déchets qui sont faiblement actifs, mais pendant longtemps, en déchets hyper actifs que vous allez pouvoir surveiller pendant une durée de vie courte. Et donc ça, par exemple, il y a un projet de recherche avec un réacteur qui se construit là-dessus en Belgique, c'est le projet MIRA. C'était un peu l'idée aussi, l'un des objectifs, pas le principal, derrière les réacteurs à neutrons rapides. Ok, merci. Je pense qu'il nous reste encore une minute, donc je vais vous en poser encore une. Que pensez-vous de l'utilisation du thorium comme combustible? Bonne question. Le thorium, c'est pour des réacteurs à neutrons rapides. En fait, le thorium, comme l'uranium-238, n'est pas fissile, il est fertile. C'est-à-dire que l'uranium-238, vous pouvez le convertir en plutonium-239, qui lui est fissile. Et le thorium, vous le convertissez en uranium-233, si je ne dis pas de bêtises, et qui lui est fissile. Et donc, derrière la question du thorium, c'est plutôt la question de passer à des réacteurs à neutrons rapides, qui peuvent être des réacteurs à sodium, à sel fondu, à plomb bismuth, à gaz. Enfin, il y a tout un tas de concepts que vous pouvez alimenter soit avec de l'uranium-238, soit avec du thorium. En l'occurrence, en France, on n'aurait aucun intérêt à utiliser du thorium parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des réserves d'uranium-238 sur étagère et dans les combustibles usés. Donc, si on commence une filière thorium, c'est-à-dire que cette matière-là qu'on pourrait utiliser comme combustible, on doit la considérer comme déchet. Donc, on fait exploser la quantité de déchets pour continuer à dépendre d'extraction. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, autant utiliser ce qu'on a sur étagère. La question du thorium pourrait se poser pour des pays dont l'industrie nucléaire est émergente. Et en fait, le pays qui a le plus regardé le thorium, c'est l'Inde, parce qu'ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération. Donc, la plupart des gros pays producteurs d'uranium refusent de vendre de l'uranium à l'Inde, parce qu'ils ne savent pas ce que l'Inde va en faire. Et donc, l'Inde, ayant du thorium dans son sous-sol, s'est dit, au moins pour l'électronucléaire, ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'on peut faire avec. Mais en l'occurrence, pour la France, la question ne se pose pas. Et on va encore avoir le temps pour une dernière question. Existe-t-il des mesures d'urgence en cas d'un scénario où les contenants de déchets radioactifs se détérioreraient dans les prochaines années? Je vois pas comment ils peuvent. Alors bon, il y a tout un tas de scénarios. Tous les dans les études de sûreté, il y a toujours tout un tas de scénarios qui sont étudiés. Si vous avez des avions qui s'écrasent dessus, un tremblement de terre, etc. Cela dit, les conteneurs de déchets sont quand même conçus pour ne pas se détériorer. Par exemple,
pour les déchets de haute activité, un cylindre en verre, il peut difficilement se détériorer. À la rigueur, si vous lui faites exploser quelque chose dessus, bon, vous pouvez exploser le cylindre, mais il va pas se corroder, s'évaporer. Enfin, c'est un cylindre de verre. Voilà. Il y a certains déchets historiques, alors qu'on ne fait plus maintenant, mais certains qui, eux, posent des problèmes. Par exemple, à une époque, on bitumait des déchets, c'est-à-dire que, alors je ne sais plus quel type de déchets c'était, ça devait être des faibles et moyennes activités, qu'on avait mis dans du bitume. Et donc là, le bitume vieillit mal et ça pose des questions. Il y a des programmes de recherche pour savoir si on les reconditionne, comment on les reconditionne, etc. Donc là, il y a des programmes et il y a une question de dégradation du contenant. Pour les autres, il n'y a pas. Les contenants ont justement été conçus pour ne pas présenter ce problème-là. Donc, mais après, il y a du suivi dans tous les sites de stockage, un suivi environnemental, malgré tout. D'accord, on vous remercie pour votre présentation.